Chou, tu te rappelles le déclic de Malara? J'ai trouvé la même télécommande sur internet. On va pouvoir tester là maintenant. Allez, accroche-toi à ton fauteuil. 3, 2, 1, c'est parti. Quand j'ai découvert la bande dessinée pour adultes, j'ai découvert Barbarella, j'ai découvert Guy Peller, Jodel, etc. C'était vraiment un coup de foudre. J'ai dit, ça, c'est ma vie. C'est ma profession et ma vie aussi. C'est ça que je dois faire et c'est ça que je veux faire. La narration, c'était ça qui m'a séduit. La possibilité de raconter une histoire à travers les dessins et raconter des histoires fantastiques. De créer des univers entiers comme ça. C'est ça que dans Barbarella, j'ai découvert la liberté de la bande dessinée, la possibilité de création, la fantaisie que l'auteur peut partager avec les autres. Alors j'ai commencé à lire tout ça que j'ai trouvé, la ballade de la mer salée d'Hugo Pratt. L'histoire, c'était quelque chose d'adulte, qui parlait des problèmes, des rapports entre les personnes, que ce n'était pas tous les méchants d'un côté et tous les bonhommes de l'autre côté. J'ai découvert les vrais géants de la bande dessinée, c'était Jean Giraud, Mébius. C'était là les vrais grands modèles que j'ai découverts, comme Mébius, mais aussi comme Jean Giraud, bien sûr, Blueberry, etc. Je suis allé à Milan, où il y avait toutes les maisons d'édition. J'ai trouvé un éditeur qui était disposé à me donner un travail. Pour le dessin, j'adorais Guido Crepax. Pour les filles, etc., comme c'était une bande dessinée érotique, ou presque érotique. Et quand j'ai commencé à publier, j'ai commencé à gagner beaucoup. Parce que c'était des petits albums qui sortaient tous les 15 jours. Et il était composé par 120 pages chacun. J'étais payé à la page, 3 € oui, d'aujourd'hui chaque planche. Et donc, tous les 15 jours, j'ai gagné 300 €, mais de l'époque quand même. J'étais obligé à faire 120 pages tous les 15 jours. Et comme les premiers jours, comme ça, je n'avais pas envie de travailler beaucoup, etc. Alors, les derniers 4-5 jours, j'avais 80 pages à dessiner. Je dessinais très vite. En effet, en regardant certaines planches, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. C'était un travail trop vite et je n'avais pas l'expérience. En plus, j'ai appris la profession, j'ai appris le métier en le faisant. Il y avait un magasin de bande dessinée pour les garçons qui s'appelait Corriere dei Ragazzi. J'essayais de travailler pour ça, parce qu'il était d'un niveau très supérieur aussi à les petits fumetti que je faisais Yolande, etc. J'ai dessiné sur le scénario de Mino Milani, j'ai dessiné une série. Et comme c'était une série où je dessinais beaucoup des épisodes de différentes périodes historiques, je crois que c'est pour ça que Larousse, la maison d'édition Larousse, qu'il était en train de préparer l'histoire de France en bande dessinée, m'ont choisi moi. Travailler pour la France, c'était quelque chose de très important. La France et la Belgique, c'était quand même les royaumes de la bande dessinée. C'est vraiment le paradis, je voudrais dire, de la bande dessinée.
Le projet de Giuseppe Berman, il est né parce que l'éditeur Casterman, il était en quête d'auteurs. Et on est à dîner à midi avec Hugo Pratt et Jean-Paul Mougin, Plateau, et moi aussi. Ils m'ont demandé de publier Les Rois des Singes, mais j'ai dit, malheureusement, c'est déjà publié sur Charlie. Mais alors, c'est Hugo Pratt qui m'a donné un coup de pied dessus de la table. Il m'a dit, mais toi, déjà, notre histoire, presque prêt pour lui donner. J'ai dit, vraiment, non, mais je suis en train de réfléchir sur une histoire. Et alors, terminé le repas, Hugo Pratt m'a dit, bon, moi, maintenant je t'ai jeté dans l'eau, tu dois nager. Et alors, j'ai commencé à penser à quelle histoire raconter, et j'ai commencé à réfléchir un peu sur l'impossibilité de dessiner une histoire d'aventure aujourd'hui, avec un protagoniste d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait Blueberry qui c'était un peu Belmondo. Alors, moi, je pensais à l'antagoniste de Belmondo, que c'était Delon à l'époque. Et donc, j'ai dessiné un personnage qui c'est un mélange de Delon et de moi de l'époque. Il y avait un magasin en Italie qui s'appelait Playman. Dans les dernières pages, il y avait toujours une histoire en bande dessinée. En général, c'était une histoire de Guido Crepax. Pour lui donner le temps de préparer une autre histoire, ils m'ont demandé à moi de faire une histoire. Donc j'étais à Rome, j'ai rencontré un journaliste du magasin qui s'appelait Valobra et que c'était un homme incroyable. C'était bossu, tout petit, mais il y avait des films magnifiques avec lui. Alors quand j'ai fait la route pour revenir à la maison, en voiture, je pensais, quel est le secret de cet homme d'avoir des films comme ça. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ouvris le porton avec la télécommande. Et je dis, peut-être qu'il y a une télécommande aussi, pour faire déchaîner l'éros de cette femme. C'est une histoire sur l'érotisme plutôt qu'une histoire érotique. Les conventions sociales, la société en général nous répriment. Je suis arrivé à trouver le juste équilibre. C'est ça un peu le secret du succès, je crois, de l'histoire. Le juste équilibre entre l'humour et l'érotisme, parce que c'est un équilibre un peu difficile à trouver. Mais il faut faire très attention parce que s'il y a trop d'humour, l'érotisme va disparaître. Pour les parfums de l'invisible, il y a aussi une motivation très prosaïque, si on veut. C'est-à-dire que c'était notre magasin qui s'appelle encore Panorama. C'est un peu comme l'Express, une chose comme ça. Qui m'a demandé pour les numéros de l'été une histoire érotique. Et donc, je pensais à une façon de dessiner des situations très érotiques sans les faire voir vraiment. J'avais un peu pensé à L'homme invisible de Wells, et je n'arrivais même pas à comprendre pourquoi les messieurs là, ils vivaient sa situation d'invisibilité d'une façon tragique. Alors que je pensais que si moi, j'avais la possibilité d'être invisible, c'était la fête. Pour dire la vérité, j'étais étonné qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à ça. C'était une chose très simple. Et c'est passé parce que sur le magasin très sérieux, on ne voyait pas grand-chose, mais on imaginait. Le climat érotique de l'histoire, c'est dans la tête du lecteur, ce n'est pas montré. L'érotisme, quand Mary Quant a dessiné la mini-jupe, c'est une opération érotique, mais c'est aussi une opération sociale. Donc,
c'est pas facile de distinguer les deux niveaux, la libération érotique de la libération sociale. Je crois que c'est aussi une chose qui va ensemble. L'été indien, le gaucho, sont des histoires politiques, enfin. Dans l'été indien, il y a les rencontres et les chocs entre les pères pèlerins européens avec les Indiens. Et même les gauchos, il y a les conflits, la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne pour la domination argentine. Donc c'est vraiment les grandes flèches historiques. C'est toujours ça, la vision d'Hugo Pratt. Et alors, peut-être qu'on le voit, dans les premières cases de l'été indien, il n'y a plus de Möbius. Dans les derniers, c'est presque disparu Möbius, dans les dernières cases de l'été indien. Parce que Hugo Pratt m'a obligé à penser, à réfléchir, que pour dessiner comme un Möbius, c'est déjà suffisant qu'il y a Möbius à dessiner comme un Möbius. Et il faut que moi, je trouve mon façon à moi de dessiner. Voilà. Fellini, il est né, il a commencé sa carrière comme dessinateur. Et après, comme il n'a pas eu la possibilité de tourner parce qu'il n'arrivait pas à boucler la production de son prochain projet, alors il a décidé de publier le sujet des voyages à Toulouse sur le Corriere della Sera. Il m'a demandé de faire des illustrations pour chaque chapitre différent. Et après ça, je lui ai proposé de continuer. Je dis, ben, pourquoi pas faire un bande dessinée de ça? Il n'était pas trop enthousiaste. Et alors je dis, bon, alors donne-moi la permission de le faire, moi. Et il m'a dit, oui, d'accord. Quand il a vu les premières pages, il s'est passionné, il a dit, non, alors moi je vais faire le scénario. Il a commencé à faire le storyboard aussi. Donc c'était tout à fait différent que travailler avec Hugo Pratt, travailler avec Jodorowsky, même travailler avec les Américains, Neil Gaiman, Chris Claremont. Alessandro Jodorowsky m'a raconté un peu son vision de Borgia. Comme il était juif, il avait une vision aussi très détachée de l'Église catholique. Comme il s'agissait d'une histoire qui passait à l'époque de la Renaissance, j'ai décidé, je crois, moi, j'ai décidé de faire les couleurs directes. Parce que je pensais de partir du tableau de 400 ou 500 pour avoir l'atmosphère générale de l'histoire. J'avais envie de faire des choses de super-héros américains parce que je croyais comme ça, je crois encore que pour soit définir un vrai dessinateur de bande dessinée, il faut faire un fois dans la vie les super-héros américains. Les Américains, ils croient vraiment dans les super-héros. C'est l'Olympe, une nouvelle Olympe qu'ils ont créé. Je pensais qu'il faudrait avoir une certaine humilité, la même humilité qu'il y a eu le grand Jean Giraud, qui a fait Silver Surf. Et alors je dis, s'il a fait Jean Giraud, je veux le faire moi aussi. Les Américains en général, ils dessinent toujours des filles nues sur les super-héroïnes, sauf qu'ils sont coloriés en rouge, en bleu, oui. Mais ils sont nus quand même. Les Caravage, c'est la synthèse de tout ça que j'ai appris, de tout ça que j'ai essayé dans ma carrière de 50 ans. J'ai choisi de ne pas reproduire avec ordinateur le tableau entier dans la recette parce que je n'osais pas mettre ensemble mon dessin avec le vrai tableau de Caravage. Alors je préférais redessiner tout. Les premiers albums, ils racontent les années que Caravage a passées à Rome. Donc, on a beaucoup de témoignages, de documentation écrite. Dans les dernières années qu'il a passées en échappant de Rome, on n'a pas beaucoup de documentation.
Donc j'ai inventé plus dans les derniers volumes que dans les premiers. Mais j'ai ajouté surtout l'invention plus importante, c'est d'avoir ajouté un personnage, que c'est Hypatia, que c'est l'incarnation de la grâce. Parce que j'avais besoin de la rendre visible. Et parce que aussi pour remarquer encore une fois ma vision de la femme. Voilà. Tout le monde on a son modèle de beauté, de séduction dans la tête. Le dessinateur a la chance de pouvoir la dessiner, mais chacun de nous a son modèle dans la tête. Et moi, j'ai dessiné ma modèle comme ça, idéal. Ma représentation de la femme, ça vient d'une adoration sans limite que j'ai pour les femmes, pour les visages, pour le corps. Ils sont tellement beaux que je ne peux pas faire autrement que les dessiner mieux que je peux. je mets les mêmes professions en dessinant les hommes, en dessinant le cheval, l'architecture, les fenêtres. Mais je sais bien que je ne passerai jamais l'histoire comme dessinateur de fenêtres. Mais quand même, je mets le même amour dans tout ça que je dessine. Mais surtout quand je dessine des femmes. Et la beauté des femmes, je crois que c'est une des choses plus étonnantes de l'univers. Mais bien sûr que j'ai mis des piles, mais vous me prenez pour un con. Mais non, je vous dis, ça fonctionne pas. Enfin, non, mais elle bouge pas, elle est comme d'habitude, quoi. Elle sourit pas. Voilà. Oui, ben je réessaye, d'accord. Bon, bah le tout pour le tout, hein. C'est dommage. Ça commençait juste à devenir amusant.